Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, cela fait à peine 2 semaines que le Conseil fédéral a annoncé son ordonnance d'urgence pour lutter contre le coronavirus. Or, cette ordonnance a donné lieu à des dommages importants jusque-là. En effet, nombre de personnes doivent rester à la maison pour ralentir la propagation du virus. Et à cause de cela, nous avons une baisse de la demande de biens et de prestations et l'économie est menacée d'arrêt. Il y a des mesures similaires qui ont été appliquées dans presque l'ensemble du monde, en plus de la Suisse. On a les frontières qui sont fermées, on a les liaisons en termes de transport qui sont très compliqués et il y a une réduction de la demande et un choc au niveau de l'offre. En effet, les chaînes logistiques ont été interrompues en partie ou totalement, tout d'abord depuis l'Asie vers l'Europe et vice-versa, et entre-temps également depuis l'Europe jusqu'aux États-Unis. Et on voit une chose très clairement, l'économie mondialisée est extrêmement vulnérables. Nous avons des interdépendances vis-à-vis de tiers qui sont encore plus liés à des défis. Dans ce streaming en direct, nous allons parler avec un expert du secteur de la production. Nous allons parler de la situation actuelle, nous allons rechercher des solutions et nous allons regarder l'avenir. Et bien sûr, vous avez la possibilité à nouveau avec le système Power qui se trouve à droite de votre écran de poser vos questions au studio. La dernière fois, nous avions plus de 50 questions qui nous avaient été posées et que nous avons traitées après le streaming et que nous avons mis sur notre page rce/corona.ch. Nous avons différents experts aujourd'hui qui sont parmi nous. Nous avons Eric von Balmos, qui est le CEO de Benninger Goose SA, Matthias Weibel, le directeur du RCE et qui est entrepreneur indépendant. Nous avons également Thomas Riem, qui est fondateur de Riem Rechtsanwälte, un cabinet d'avocats à Zurich. Et pour la séance des questions-réponses, nous aurons également Johannes Holdener, qui est président de la direction de la banque Raiffeisen de Saint-Gall. Donc, si vous avez des questions par rapport au crédit donc proposé par la Confédération, vous pouvez poser vos questions à Johannes également. Eric. Benninger Goose a son siège à Hauteville, emploie environ 110 collaborateurs et est spécialisé par rapport donc à des produits en fonte de tout type. Quelle est la situation chez vous? Oui, David. Alors la situation chez nous est la suivante. On, on a des sentiments assez vite mitigés par rapport à la situation. On n'a pas assez de demandes, assez de mandats, d'une part, et d'autre part, on a quand même certains mandats qui nous sont envoyés et que l'on n'a jamais eu parce qu'il y a eu une interruption de certaines chaînes logistiques. On a l'Inde qui est tout à fait actuelle, on a de nouveaux mandats liés à la situation en Inde, mais tout de même, il nous manque les volumes habituels pour avoir une production à un niveau normal. On peut aider nos clients à court terme, on a donc le 3D printing, l'impression 3D, on peut proposer des solutions rapidement à notre clientèle. Notre objectif, et je tiens vraiment à le dire à tous les participants, notre objectif c'est vraiment de conserver l'exploitation de notre entreprise avec tous les moyens possibles, mais bien sûr sans oublier qu'il y a les directives de l'OFSP que nous appliquons de façon extrêmement stricte. Ça veut dire que nous avons beaucoup investi les 2, 3 dernières semaines dans la formation des collaborateurs, des collaboratrices, comment se comporter au travail. On a également fait des marquages au sol, par exemple. On note quelles sont les distances qui doivent être respectées. On a également des vitres en plexiglas pour vraiment protéger au mieux la santé des collaborateurs et des collaboratrices. Et on a justement les collègues qui ont bien compris l'importance de ce respect des règles et nous faisons des contrôles généraux, réguliers. Ainsi, on essaie de conserver les activités. Mesdames et messieurs, vraiment, je vous demande à vous, toutes les PME, faites la même chose. Vraiment, n'arrêtez pas vos entreprises. Selon moi, c'est le pire que vous puissiez faire. Nos collaborateurs veulent travailler, ils viennent au travail, ils n'ont pas peur de venir travailler, je tiens à vous le dire.
Il s'agit d'informer les collaborateurs. Il faut les accompagner, les soutenir. Notre service des ressources humaines est très proche, propose tous les conseils nécessaires, répond aux demandes, aux craintes également. Et si vous le faites bien, je tiens à vous dire que vous pouvez garder votre exploitation et votre production. Je pense que c'est vraiment central parce que ceux qui peuvent travailler doivent travailler. C'est mon opinion en tout cas. Merci. Une petite question. Le chômage partiel, ce n'est pas d'actualité chez vous? C'est une thématique. Réponse, c'est une thématique. Avant la crise liée au coronavirus, on a déjà eu un tel problème, à savoir que le secteur de la construction des machines ne se porte pas si bien que cela. Et là, ça s'est encore aggravé. Et ça veut dire qu'on a quand même 20% de chômage partiel. On a encore ce niveau, 20% de chômage partiel au sein de notre entreprise. Mais ce que l'on doit garantir en tant que fournisseur, c'est une grande flexibilité. Ça veut dire que nous essayons d'appliquer le chômage partiel de façon ciblée, pertinente. Et on a de l'expérience. Ça veut dire qu'on a des semaines de 4 jours et on a un jour de chômage partiel pour l'ensemble de l'entreprise. Ainsi, on peut garder l'efficacité de notre entreprise et on peut bien utiliser cet outil de chômage partiel. Donc, ça a un impact véritablement. Voilà la situation telle qu'elle est par rapport au chômage partiel dans notre entreprise. Encore une question, tu as parlé de flexibilité et tu as dit que les entreprises devaient vraiment conserver leur productivité et devaient permettre aux collaborateurs de continuer de travailler. Est-ce que tu le vois également au niveau de ta chaîne logistique? Est-ce que tes clients, est-ce que tes fournisseurs sont toujours là ou est-ce qu'il y a des problèmes en la matière? Oui, il y a de considérables problèmes. En effet, par rapport aux collaborateurs, déjà, enfin, les collègues sont vraiment heureux d'aller travailler, sinon c'est trop dur à la maison. Je tiens à dire que c'est pas si simple que ça lorsqu'on est toujours à la maison. Les gens veulent travailler, ça je l'ai noté. Mais ce qui est difficile pour nous, c'est le comportement des autres entreprises. Et je dois dire, malheureusement, même les grandes entreprises, ces grandes entreprises réduisent la production. Et bien sûr, ça a des impacts, à savoir que l'ensemble de la chaîne logistique est remise en question. Oui, une question un peu provocatrice encore. Est-ce qu'on pourrait dire que la gestion des crises des grandes entreprises est effectuée un peu sur le dos des PME ou des petites entreprises? Alors, je dois faire attention à ce que je réponds. Je ne veux pas non plus attaquer quiconque. Je ne dirais pas que ce soit voulu de leur part. C'est une situation particulière, hein, même exceptionnelle. C'est vraiment un virus, c'est pas seulement un problème au niveau économique, c'est un virus avec des impacts sur le long terme. Alors je comprends qu'il puisse y avoir des réactions extrêmes, hein, mais ce que je regrette, c'est le comportement vis-à-vis des PME. Par exemple, en termes de délai de paiement, en termes de réception, on a quand même quelques problèmes. Et on est parfois dans des régions juridiques, dans des zones juridiques un peu extrêmes. On a des entreprises qui réduisent la production. Nous, on a produit comme prévu, on a le stock, on a ces articles en stock. Et puis ensuite, on nous dit non, écoutez, ne nous livrez rien parce qu'on ferme notre entreprise. On est là avec notre stock énorme. On ne peut pas livrer, on ne peut pas facturer ces produits qu'on a produits sur commande et ça a un impact au niveau de nos liquidités. Ça, je trouve que c'est injuste, mais je suis convaincue que ce n'est pas voulu, ce n'est pas de la malice de la part de ces entreprises. Peut-être que certains sont dépassés par la situation, hein. Merci beaucoup, Eric. On reparlera de ces aspects juridiques avec Thomas Rim tout à l'heure. Je tiens à souhaiter la bienvenue à Mathias Weibel, qui est le directeur du RCE et qui est également entrepreneur. Mathias, dans notre RCE, on a reçu des centaines de demandes liées aux PME helvétiques. On a répondu à ces questions. Quel est ton premier bilan? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Eric par rapport aux problèmes en termes de livraison, etc. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec cette estimation, mais je tiens encore à apporter un complément par rapport à ce qu'a dit Eric. Il faut bien savoir que
les processus just-in-time ne sont pas axés sur de tels chocs pour nombre d'entreprises du secteur industriel. Et ça a un impact assez rapide sur les fournisseurs en amont. Mais je suis d'accord avec lui. On a également les fournisseurs qui ont leur cycle de production et on doit préparer les commandes, on doit mettre les articles en stock. C'est quand même quelque chose qu'il faut gérer ensemble. Par rapport à ta question liée aux actions des PME dans certains secteurs, il y a une sorte de choc, état de choc. Certains ont déjà commencé à réagir et commencent à s'adapter à la situation. Donc on a différentes réactions, différents niveaux de réaction. On voit que les contacts avec les clients, avec les fournisseurs, en amont, en aval, sont perturbés, voire complètement stoppés. On a les entreprises qui sont axées sur les importations, sur les exportations. Par exemple, la construction de machines, le secteur du négoce ressent ces perturbations depuis un long moment, surtout si on a des relations commerciales avec l'Asie, parce qu'il ne faut pas oublier que la crise a déjà commencé en janvier en Asie. Et on a également des entreprises qui ont des chiffres d'affaires élevés au niveau des activités liées aux services, à la maintenance, sentent des reculs au niveau des commandes. Et on a une certaine réserve de la part des clients, une peur même vis-à-vis de l'installateur sanitaire, du jardinier, même du boucher. On a peur de demander des prestations à ces entrepreneurs et bien sûr, de telles entreprises sont impactées et de tels entrepreneurs sont impactés. Alors que peut-on faire? Eric l'a dit, il faut continuer à travailler tout en appliquant les mesures, les directives de l'OFSP. Quelles sont tes recommandations et tes expériences en la matière? Alors, je tiens à dire qu'il faut dire que l'on est encore là, que l'entreprise est ouverte, qu'on est là pour fournir. Il faut surtout pas vraiment faire la politique de l'autruche, surtout si on a le chômage partiel. Avec le système online, on peut avoir une présence notable avec le commerce en ligne. Et moi, je recommande également aux entreprises, dès que c'est possible, de vraiment revendiquer et d'appliquer les différentes responsabilités. Il est très important également donc de revendiquer ses droits, qu'il y ait une crise ou pas. Merci beaucoup Mathias. Nous allons donner la parole à Thomas. On a entendu notre collègue revendiquer ses droits. Thomas Rim, Eric et Mathias l'ont dit, il y a quand même des contrats, on a des contrats cadres. Est-ce que un client va pouvoir se défiler que peut et que doit faire un fournisseur? Qui est responsable? Oui, on a parlé donc des différentes mesures et bien sûr, on peut donner une réponse assez claire. Oui, nous sommes dans une situation de force majeure. C'est vrai. Mais la question maintenant, qu'est-ce que l'on fait sur cette base? Si quelqu'un avait déjà des relations difficiles avec un certain fournisseur, au niveau, mettons, des délais de paiement, bien sûr, ce n'est pas un cas de force majeure. Et là, il faut bien voir que si ce fournisseur déclare qu'il s'agit d'un cas de force majeure alors que c'est quelqu'un qui ne paye pas, bien sûr, il ne faut pas appliquer le principe de force majeure. Bien sûr, il faut voir s'il s'agit d'une force majeure sur le long terme ou à court terme. Dans la plupart des cas, lorsque l'on a des devoirs contractuels, ça devrait être une période de force majeure temporaire. Donc, si on doit livrer à un certain délai et si la personne ne tient pas le délai et que par la suite on n'a plus besoin donc de cette machine puisque le délai est dépassé, là il y a un cas de force majeure. Et là, du coup, il y a donc le contrat qui n'est plus valable, bien sûr. Alors, exemple concret dont a parlé Eric. On produit quelque chose, on souhaite le livrer au client et le client dit désolé, ça fait déjà quelques semaines qu'on a fermé l'entreprise euh, et on pourrait le relivrer peut-être dans un mois et le facturer, non? C'est actuel.
Oui, je crois en effet que tout à fait, c'est tout à fait d'actualité. Ça peut se passer ainsi. Autre question. Est-ce qu'il s'agit de force majeure si on a, donc à cause de la crise, la fermeture d'une entreprise? Réponse oui. En effet, il s'agit d'un cas de force majeure, avec donc les réserves que j'ai citées tout à l'heure. S'il s'agissait d'un mauvais fournisseur qui ne respectait pas les délais de paiement, là, on ne peut pas dire tout à coup que c'est un cas de force majeure. C'est vraiment un fournisseur qui n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. Oui, alors ça fait combien de temps que tu es CEO chez Benning Goose SA, cette entreprise de produits de fonte? Depuis 2001. Depuis 2001. Donc, ça fait 2 à 3 grosses crises que tu as dû traverser et surmonter à ce jour. Que peux-tu tirer comme enseignement des crises précédentes? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne ferais plus ou est-ce que il y a certaines choses qui ont fait leurs preuves au fil des différentes crises? Oui, en effet, j'ai déjà traversé pas mal de batailles puisque notre secteur est confronté à des hauts et des bas de tout temps. Et nous avons donc l'habitude d'être flexibles par rapport aux différentes situations, c'est évident. Et je pense qu'on s'en sort pas trop mal en la matière. Par rapport aux crises précédentes, alors ça n'a rien à voir. Je tiens à dire que cette crise du coronavirus a une dimension totalement différente. Nombre de personnes sont dépassées par la situation. Il y a quelque chose qui se passe, on ne peut pas toucher. Est-ce qu'on sait, est-ce que le virus est encore là? Est-ce qu'il est parti? On ne le sait pas. Lorsque l'on parle de la crise des devises, du franc fort, on pouvait quand même mieux voir ce qui allait se passer, ce qui pouvait se passer. On avait quand même certaines directives et la devise, c'est vraiment ici réduire les dégâts le plus possible. J'ai parlé des différents instruments précédemment. Et là, c'est tout ce que l'on peut faire finalement, essayer de s'en sortir le mieux possible et réduire les impacts négatifs. Quand même, une bonne culture dans l'entreprise, ça c'est important. Les collaborateurs, les collaboratrices, bien les informer, faire des meetings, enlever les peurs, rassurer. Et au niveau de Benning Goose, vraiment, je tiens à dire bravo à notre secteur des ressources humaines. Ils sont un modèle en la matière. Et chers managers, vraiment faites attention à votre département des ressources humaines. Il s'agit d'un département central, surtout dans de telles situations de crise. Donc moi, je suis enthousiasmée par mon entreprise et mon secteur des ressources humaines. On a quand même un esprit positif. Il y a des chances à saisir avec notre imprimante 3D. On peut utiliser ces chances qui pourront nous aider à l'avenir. On essaie vraiment de tout faire pour garder notre production et pour pouvoir dire à nos clients, vous voyez, global sourcing, c'est bien, mais n'oubliez pas que s'il y a la crise, c'est toujours très bien d'avoir une deuxième source d'approvisionnement, hein. Ça, c'est vraiment central. Second source, deuxième source d'approvisionnement, ça ne veut pas seulement dire dans le cas de détresse, ça veut dire en tout temps. On peut dire 70%, 30%, deux canaux, mais lorsqu'il y a un système de global sourcing, pour un client, n'oubliez pas une deuxième source d'approvisionnement, c'est central. Et je pense que cette crise va nous montrer à quel point c'est central. Merci beaucoup, Eric. Mathias, je te pose la question. Alors, Eric a dit, cette crise n'est pas comparable aux crises précédentes. Si on prend maintenant le choc lié au franc fort, si on compare la crise donc de 2015 à la crise d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait toi en tant qu'entreprise au niveau opérationnel pour gérer la crise? Oui, alors la suppression du taux plancher par la Banque nationale en 2015, cette suppression donc ne peut pas être comparée à la crise du coronavirus puisque on a notre compétitivité qui a été affaiblie de 15% du jour au lendemain en 2015. On a eu les chiffres d'affaires, les marges qui ont souffert, mais c'était limité à la Suisse. Et c'était surtout pour les entreprises qui étaient axées sur l'exportation qui ont souffert. Là, bien sûr, il ne faut pas oublier que depuis, nous avons le franc qui est extrêmement surévalué. Et au niveau, si on mesure sur la base de la parité liée au pouvoir d'achat, on aurait donc un franc 20 pour
1 euro. Alors là, il faut être encore plus novateur au niveau des produits, des services pour compenser les pertes au niveau des marges. Au niveau de la pandémie Corona, c'est pas si simple que cela. On a quelque chose de tout nouveau. Tu l'as dit, on a un choc qui vient du côté de la demande et du côté de l'offre. Et on a également l'ensemble de l'économie planétaire qui est impactée entre-temps et pas seulement un pays, comme c'était le cas en 2015. Alors bien sûr, ça remet en question à long terme notre façon de vivre ensemble et notre façon donc de pratiquer l'économie ensemble. Et je pense que les conséquences de ce petit virus qui nous impacte tous, ces conséquences vont encore être centrales à l'avenir. Oui, donc tu as pu accompagner d'autres entreprises. Qu'est-ce que tu as donné comme conseil aux entreprises? Comment est-ce que le RCE, avec ses ressources limitées, va pouvoir soutenir les entreprises dans cette période actuelle pour garantir la production? Réponse. Donc, depuis le début de la crise, nous avons soutenu des centaines d'entreprises du secteur de l'artisanat, de l'industrie, au niveau de la planification des liquidités, au niveau des solutions pour le chômage partiel. On a bien sûr la demande de chômage partiel d'une part, mais il ne faut pas oublier l'organisation, les processus qui comptent avant tout. Par exemple, comment est-ce que je peux garder mon travail en équipe dans l'entreprise? Comment est-ce que je vais éviter une chute de l'efficacité? Comment vais-je pouvoir tenir les délais et euh, comment est-ce que je vais éviter de produire trop? Bien sûr, on a de nombreuses entreprises qui ont été confrontées à une telle situation, pour la première fois, ont été soutenues au niveau de la communication vers l'interne et vers l'externe. Donc, on a apporté beaucoup de conseils à ces entreprises. Merci. Maintenant, je tiens à parler de l'avenir, puisque on a la phase de stabilisation et ensuite, lorsque la crise sera passée, pensons à une dynamique de croissance. Quelles sont les possibilités sur le plus long terme? Quel soutien peut être proposé par le RCE et comment l'entreprise peut-elle elle-même se renforcer? Oui, alors les investissements, là, on les met de côté. Là, on se concentre surtout sur les liquidités, garantir ces liquidités. Mais il est très important, bien sûr, de poser les jalons opérationnels pour la garantie de la production à moyen terme et à long terme. Il faut bien voir l'avenir également. Il y a trois choses qui comptent selon moi. Les entreprises qui pensent à l'avenir, qui anticipent, s'en sortent bien et auront un avantage lorsqu'il y aura véritablement ce redressement. Ces entreprises voient ce qui compte, voient quelles sont les conclusions à tirer de cette crise, quels sont les impacts que va laisser la crise au niveau de la chaîne logistique, par exemple, au niveau de l'approvisionnement en termes de matériaux, ou encore par rapport au segment de clients, par rapport à la distribution, au service, c'était le premier point. Ensuite, on voit une fois de plus que les entreprises qui sont très novatrices, qui proposent des offres innovantes, traversent mieux et surmontent mieux la crise. Et on aide les entreprises à se positionner, à réfléchir à ce qui est unique dans l'entreprise, qu'est-ce que tous les autres ne vont pas pouvoir copier. Et troisième point, on le voit également nettement, les entreprises qui ont une présence numérique sont plus résistantes face à de telles crises pandémiques. En fonction des secteurs, bien sûr, il y a plus ou moins de possibilités d'organisation au niveau interne et externe. Merci beaucoup. En effet, je peux lancer un ou deux appels. Si un entrepreneur vous dit, oui, je veux vraiment axer et regarder mieux mon entreprise, regarder son positionnement à l'avenir, le RCE est là et vous avez le droit à un entretien gratuit pour votre entreprise. Et ensuite, on a local.ch. La plateforme de Raiffeisen a été mise en ligne hier et les PME ont la possibilité d'avoir des bons cadeaux et peuvent vraiment proposer les meilleures livraisons ainsi aux clients. N'hésitez pas à regarder notre offre sur Internet. Eric.
encore. Eric von Balmos, tu en as parlé. Les collaborateurs, les collaboratrices, le secteur et le service des ressources humaines, le rôle central des ressources humaines dans la crise. Parlons encore des collaborateurs, des collaboratrices. Que fait Benninga Goose à l'heure actuelle pour garder les collaborateurs motivés? C'est pas si simple que ça, hein, avec cette période de chômage partiel et chez nous également en télétravail. Est-ce qu'on est aussi productif? Est-ce qu'on est aussi motivé que lorsqu'on va au travail? Quelles sont vos mesures appliquées? Oui, je tiens vraiment à revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on a une bonne culture au sein de l'entreprise, la confiance des collaborateurs, des collaboratrices, elle est plus élevée que si on n'a pas une telle culture. Informer, informer et encore informer, ça selon moi c'est central. Il faut que les personnes sachent ce qui marche, ce qui se passe en ce moment. On informe beaucoup, on a des publications à l'interne. Et dire merci. Dire merci, c'est extrêmement important. On est en train de faire une petite action parce qu'on souhaite dire merci à nos collaborateurs et à nos collaboratrices. Ça ne doit pas être de gros montants d'argent, non. C'est juste une touche d'attention et dire, chers collègues, on est tellement content que tu travailles, on est fiers que tu puisses travailler, que tu puisses nous permettre de garder l'entreprise ouverte. De telles choses comme cela, ça nous aide déjà et ça aide déjà les collègues. C'est incroyable l'impact positif. Incroyable. Oui, Thomas, j'ai encore une question à te poser. Il s'agit surtout des points liés au droit du travail. On a eu pas mal de questions lors de la dernière séance, la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des choses notables que tu tiens à signaler dans le contexte de la crise du coronavirus? Aimerais-tu dire vraiment, là, il faut vraiment prendre donc la dimension du droit du travail en considération pour ces points? Oui, je pense que le principe, alors c'est plus pour les employés ou la communauté des deux groupes, il faut vraiment appliquer les directives de l'employeur. Ainsi, on est dans le cadre du contrat de travail. Et à l'inverse, les employeurs doivent appliquer ce que le Conseil fédéral et ce que les offices fédéraux préconisent. Ainsi, on s'en sort bien et on est protégé. Il faut parler également, il ne faut pas seulement soupçonner, il faut vraiment parler si on a un doute. Et normalement, il devrait y avoir peu de conflits. Il y a pas mal de discussions à l'heure actuelle, c'est évident. Mais on peut par exemple dire à la personne, tu peux partir en vacances pendant une certaine période plutôt que de passer au chômage partiel. On a quelques options de consensus. Et à partir du 8 avril, le Conseil fédéral devrait encore trouver une solution pour les indépendants qui ont des pertes notables de chiffre d'affaires et qui ne peuvent pas profiter encore des solutions liées au package du Conseil fédéral. Alors, est-ce qu'on a le droit de dire prenez vos vacances plus tôt? Réponse oui. C'est également un droit, donc une instruction de l'employeur par rapport aux vacances. Toutefois, il est noté dans la loi que, bien sûr, il faut prendre en considération les besoins du collaborateur lors de la discussion et lors de la décision. Ce qui n'est pas possible, c'est bien sûr de d'imposer à la personne de prendre tous ses jours de vacances tout de suite et ensuite de travailler plus par la suite. Donc non, demander aux collègues de prendre toutes ses vacances maintenant, ça, non, ce n'est pas possible. D'autre part, l'employé ne va pas, euh, n'aura pas non plus le droit de dire je vais absolument en Italie, par exemple. On peut aussi dire non, n'allez pas en Italie et trouver un consensus. Oui, j'ai encore une question juridique par rapport aux pertes d'exploitation. Ces derniers jours, c'était dans la presse souvent, j'ai également un proche qui avait une assurance donc
donc perte d'exploitation. Or là, il s'agit d'une pandémie et pas d'une épidémie. L'assurance ne paye pas. Quelle est donc l'action au niveau juridique maintenant? Alors, il y a le contrat d'assurance. Et si le contrat d'assurance ne parle que d'épidémie, eh bien, en effet, donc les juristes peuvent se pencher sur ce dossier, ils vont vous dire, bien sûr, pandémie, c'est clair, ce n'est pas une épidémie, mais si au contraire il y a marqué protection s'il y a une pandémie, on est couvert. Par contre, si la pandémie est complètement exclue, malheureusement, donc on ne pourra pas avoir d'indemnisation. Alors, peut-être qu'il y a encore certaines astérisques qu'on pourrait trouver, donc ça vaut peut-être la peine de trouver un juriste qui pourra vous défendre et surtout demander au juriste d'évaluer votre contrat et de bien voir toutes les différentes clauses. Alors, j'aimerais encore vous poser une question, Eric von Balmos. Donc, avec social distancing, ah, on est moins flexible qu'on le souhaiterait parce qu'on doit garder les 2 mètres de distance. Donc, regardons quand même l'avenir, Eric. Lorsque l'on lit tous les titres dans la presse, c'est assez triste, hein. Ça fait peur, hein. Il y a très peu de commentaires qui donnent de l'espoir en tant qu'observateur. Et toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui te rend optimiste? Pourquoi est-ce que tu crois que Benignagou Saguet va bien s'en sortir de cette crise? Est-ce que l'on va surmonter la crise? Je ne peux pas encore le dire, hein, pour répondre à votre question, mais on est convaincu qu'on doit travailler, qu'on doit garder notre entreprise ouverte. Le problème des liquidités, bien sûr, il faut bien gérer ce problème, ça c'est crucial. Et on espère que que le virus va disparaître enfin et qu'on va pouvoir retrouver la normalité. Mais là, dans cette période transitoire, la gestion de la crise, c'est central avec toutes les thématiques dont on a parlé. Il faut bien gérer tout cela. Et je suis d'avis que ceux qui peuvent travailler doivent travailler. Et on s'en sortira encore plus fort après cette crise. On pourra profiter de tout ce que l'on aura fait. Peut-être qu'on aura même plus de clients, plus de mandats, puisque on aura tiré des enseignements de la crise. On aura vu qu'il fallait avoir de meilleures sources d'approvisionnement, une meilleure répartition de ces sources d'approvisionnement. Donc je ne vois pas tout de façon négative et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire passer comme message à nos collaborateurs, à nos collaboratrices. Si je reçois une nouvelle commande, eh bien, je vais dans l'usine et je vais dire on a décroché un nouveau mandat, on l'aurait jamais eu en période normale. C'est ce qu'on fait, on parle des succès. Et j'espère qu'on continuera à être positif. Voilà, oui, restez positif. Mathias, même question que je tiens à te poser. On a la hotline du RCE qui a entendu nombre d'histoires liées aux entreprises, des histoires parfois difficiles, mais qu'est-ce qui te permet de rester positif par rapport à l'avenir? Les entreprises et les entrepreneurs helvétiques sont encore extrêmement robustes selon moi. Et je sais qu'on va bien s'en sortir. Mais je sais qu'on va seulement s'en sortir ensemble. Ensemble, ça veut dire pour moi et pour le RCE que nous devons rester en réseau avec les associations, par exemple Suisse Mécanique, euh, Suisse Mais également, il faut collaborer avec Raiffeisen, avec les banques. C'est vraiment important. Et je tiens à vous dire que nous, au niveau du RCE, on investit toutes nos ressources. On essaie vraiment de proposer toute l'aide que l'on peut pour soutenir les entreprises. Merci. Et Thomas Riem, l'espoir par rapport à l'avenir encore? Oui, moi je suis remplie d'espoir et j'espère que le 20 avril, on va pouvoir redémarrer en partie et on va entendre que oui, on a déjà des plans de travail qui sont plus normaux et donc les personnes qui ont moins de 40 ans peuvent aller au travail sans prendre de risques
Et ensuite, on a les 40 plus, là il faut voir, et les personnes de plus de 65 ans resteront encore à la maison. Mais j'espère beaucoup que le 20 avril, on pourra retourner à une certaine normalité. Merci beaucoup de votre avis personnel. Je vais ouvrir maintenant la séance questions-réponses. Je pense que voilà, il y a déjà pas mal de questions dans Powwow. Donc, on a notre directeur du RCE et nous avons également parmi nous Johannes Holdener. Johannes est là, donc le président de la direction de la BR de Saint-Gall. On va commencer avec la première question pour toi. Mon client donc parle de force majeure pour ne pas payer. Donc il dit c'est un cas de force majeure. Est-ce qu'il a le droit? Alors, à la base, non, il n'a pas le droit parce que le système bancaire fonctionne très bien. Les banques sont ouvertes et on a donc le trafic de paiement au niveau physique, au niveau électronique qui marche, donc on ne peut pas le dire. Et au niveau des chaînes logistiques et chaînes de paiement, donc on ne peut pas dire c'est un cas de force majeure. Il ne peut pas dire qu'il ne peut pas payer. Oui, question suivante. Euh, donc c'est lié au secteur financement. J'ai appris que on peut suspendre les amortissements. Est-ce que c'est valable également pour les taux de leasing? Ça vaut également pour les taux de leasing. Ça veut dire bon, ils ne sont pas suspendus en tant que tels, mais en effet, on peut contrôler ces taux de leasing et on peut donc en effet trouver la solution en fonction des cas. Ça dépendra. Il est possible qu'il y ait certains frais. Chez Raiffeisen, on a 3 mois donc que l'on contrôle. Et donc, on peut en effet trouver une solution en la matière. Question suivante, question de transition. Donc, on s'est vu il y a une semaine, la dernière fois. Comment ça fonctionne chez Raiffeisen par rapport au crédit relais? Alors, les crédits relais, donc on l'a entendu, le Conseil fédéral l'a dit, donc il a parlé de la somme qui a été proposée pour Raiffeisen Saint-Gall. Donc, on a eu 100 demandes environ et à hauteur de 8 millions de francs pour ces crédits relais. Donc on est au niveau de la moyenne helvétique avec 100 000. Et la plupart des crédits relais ont pu être approuvés. Et en effet, il nous a fallu de 15 à 30 minutes pour approuver le crédit et faire le versement. Merci beaucoup, Mathias. Question suivante pour toi. Est-ce qu'une crise actuelle comme celle-ci, c'est le moment pour adapter et remettre en question les processus, les modèles d'activité? Réponse, je dirais que c'est le moment idéal, c'est vraiment le moment de se poser ces questions, de réfléchir à son modèle d'activité. Les entreprises qui, ces dernières années, ont eu un bon positionnement, ont un avantage au sein de cette crise. Et par rapport à l'innovation, oui, ça fait justement partie de la question selon moi. Il faut être novateur, il faut se demander en quoi on est unique, qu'est-ce qui va rester après la crise, qu'est-ce qui restera vraiment central pour l'entreprise. Ça, c'est la bonne approche. C'est justement maintenant qu'il faut y penser. Merci beaucoup. Question suivante. À l'heure actuelle, il y a de nouveaux contrats qui sont signés avec les clients. À quel thème faut-il penser? Disponibilité de matériaux de base, rendez-vous, plus-value, à quoi penser? Je ne vois pas de spécificité liée au coronavirus. Lorsque on parle de nouvelles signatures de contrats, il faut penser à tous ces points, en effet, lorsque l'on signe un contrat. Donc rien de spécial. Mais il ne faut pas euh, mettre des conditions dans le contrat qui intègrent la crise du coronavirus. Donc on note quelque chose. Est-ce que l'on note quelque chose? Est-ce qu'on dit période de corona ou pas? Oui, alors bien sûr, il y a pas mal de juristes qui vont pouvoir vous proposer des solutions de cette clause de force majeure peut être intégrée, mais selon moi, elle n'est pas décisive. Selon moi, il faut bien réfléchir à
aux conditions de livraison, quelles conditions de livraison je peux exiger, proposer. Donc par rapport au renchérissement, j'espère que ce n'est pas d'actualité, même si les taux hypothécaires apparemment augmentent légèrement à l'heure actuelle. Là, il s'agit de négociations contractuelles, comme c'était déjà le cas précédemment, hein, avant la crise. Merci. Question suivante. Eric va sans doute être intéressé. Qui va supporter les dommages dont je souffre parce que mon fournisseur n'a pas livré à temps? Alors, la théorie et la réalité. Donc, qui va supporter ces dommages? Alors, c'est pas seulement une question théorique, c'est une question très pratique. Et on y est confronté régulièrement d'ailleurs. Donc, s'il y a en effet des dommages à cause d'un contrat, d'une relation contractuelle, et si la contrepartie donc est responsable, eh bien, il faut payer des dommages et intérêts. Alors, bien sûr, il faut regarder le contrat, il faut regarder ce qu'il en est par rapport aux clauses liées aux dommages et intérêts. Si, même en telle période de Corona, par exemple, donc là, il est très important de regarder les clauses contractuelles. Et on a beaucoup de PME qui sont présentes dans d'autres pays, pas seulement en Suisse. On a non seulement le droit suisse qui doit être appliqué, mais aussi le droit d'autres pays. Il ne faut pas l'oublier. Merci. Question suivante. Mathias, c'est plus une constatation en fait qu'une question. Pourquoi les autres banques ne sont-elles pas en réseau comme le RCE et Raiffeisen? Je trouve que la Suisse est trop petite pour faire sa cuisine dans des cuisines séparées. Merci. En effet, je pense que les autres questions doivent être posées par les autres banques. Et les mêmes questions également. C'est une situation de win-win. Selon moi, c'est très bien d'être en interconnexion avec les autres banques. On peut s'entraider, on peut trouver des solutions ensemble. Donc moi, je suis pour la collaboration. Et dans la crise comme celle-ci, pour les PME et pour les entrepreneuses, pour les entrepreneurs, c'est un plus si les entreprises et si les banques sont en interconnexion. Donc nous sommes dans différentes associations, on a différents groupes spécialisés également au sein desquels on est présent. Donc vraiment, je ne peux que soutenir ce qui est écrit dans cette question et dans ce commentaire. Question suivante, Thomas. Dans les circonstances actuelles, on a certaines livraisons qui ne sont plus rentables pour moi. Ce dont a parlé Eric tout à l'heure. Est-ce que je peux dire que la force majeure s'applique? Est-ce que je peux ne pas livrer? Est-ce que je peux donc ne pas appliquer le contrat? Ré- Alors par rapport à ce qui est écrit, donc c'est une partie de ce cas de force majeure et il s'agit des de sa clause relus extantibus, par exemple, lorsqu'il y a un déséquilibre notable entre les devoirs de prestations qui, en effet, sont évidents. Et là, un juriste, si on l'appelle, ou un juge, pourra intervenir et pourra réduire le cahier des charges, pourra donc réduire en effet le nombre d'heures de travail, mais il faut appeler le juge et il ne faut pas soi-même jouer le juge, le rôle du juge. Il faut vraiment chercher la discussion avec le spécialiste juridique, avec le juge. Donc, merci beaucoup. Eric, question suivante. Donc, je vais te la poser, mais ce n'est pas une question directement pour toi. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai noté moi-même et quelque chose que je vois bien. Pourquoi est-ce que les médias ne parlent pas plus de la volonté de l'économie de travailler? Oui, c'est une très bonne question, hein. Je me demande aussi toujours pourquoi c'est pas mieux écrit. Apparemment, les news négatives sont mieux lues et plus lues que les nouvelles positives. Je ne vois pas non plus d'interviews de telles entreprises malheureusement dans les journaux. Moi, j'ai parlé à un journaliste, j'ai dit justement que nous voulions travailler à un journaliste et
bien sûr, en même temps que nous appliquions toutes les directives de sécurité et que c'est possible, je l'ai bien dit à un journaliste. Et il y a certaines personnes qui disent pour des raisons de santé, on ne devrait plus travailler. Moi, je trouve que non, c'est faux. Si on applique bien les consignes de sécurité, on peut travailler et on ne prend pas plus de risques que si on est à la maison et que si on sait plus ce qu'on doit faire. Pourquoi est-ce que ce n'est pas plus communiqué, cette volonté de travailler? Je ne sais pas. Sans doute que c'est trop peu attrayant en termes de titres dans les journaux. Merci. Est-ce que tu peux rester puisque tu peux nous donner une réponse à la pratique? On a différents fournisseurs qui ont donc ne vont plus que livrer sur acompte, qui ont changé donc leurs conditions de paiement. Qu'est-ce qu'on peut faire à cette encontre? Réponse, un point, donc c'est lié aux liquidités. Nous devons, et ça je l'exige également de la part de nos clients, et nous devrions le faire également, si tout le monde respecte les délais de paiement, on n'aura pas de problème. Mais ça va commencer s'il y a quelqu'un qui ne paye plus, si on paye plus tard, ça a un impact au niveau de la chaîne. Il y a une insécurité. Le fournisseur va avoir l'impression que c'est une entreprise qui n'est plus très solide, qui est menacée. Et donc, au niveau de la solvabilité également, s'il y a certains niveaux d'alerte, ça devient difficile. Il ne faut pas l'oublier. Si tout le monde exige des acomptes, le système ne va plus fonctionner. Mais ça veut dire qu'il faut payer ses factures à temps. Ça, c'est la condition sine qua non. Et si un fournisseur me dit, donc, cette ainsi, il doit me donner de bonnes raisons si jamais moi j'ai rempli mes exigences et les exigences sur lesquelles on s'était mis d'accord, je ne comprends pas pourquoi lui ne les remplit pas. Je trouve qu'il faut vraiment toujours trouver ce consensus. Merci, tu peux rester puisque la question suivante, c'est aussi une question tout à fait pratique. Tu as dit que vous étiez en chômage partiel. Comment est-ce que vous faites la communication au sein de l'entreprise? Comment est-ce que vous dites aux collègues qu'il y a le chômage partiel? Réponse, alors le chômage partiel, c'est situationnel. Parfois, c'est assez difficile à communiquer au début du mois. Parfois, on ne sait pas ce qu'on va faire comme régime de chômage partiel et à quel pourcentage. Donc, il est très important de ne pas seulement dire aux collaborateurs, collaboratrices, ce que l'on fait au niveau du chômage partiel, mois après mois, mais bien expliquer l'utilité du chômage partiel, à quoi ça sert le chômage partiel, qu'est-ce que c'est cet instrument. Et il ne faut pas seulement dire, donc, c'est pas juste un souhait, un désir. Non, c'est vraiment l'employeur qui, sur la base de la situation, va dire qui va faire telle chose et où il va y avoir le chômage partiel. Donc informer, 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 c'est central. Donc il ne faut pas dire en raison de la situation dramatique au niveau économique, il faut le chômage partiel. Il faut expliquer pourquoi dans tel secteur on applique le chômage partiel. Oui, donc on en revient aux thématiques précédentes. Je ne dois pas toujours communiquer de façon négative. Je peux dire c'est une chance pour nous. Et le but c'est vraiment de réduire les dégâts parce que donc il y a une réduction au niveau du marché, au niveau des commandes, et il faut utiliser cet instrument de façon positive. On a toujours tendance à faire passer des messages négatifs, c'est dommage. Non. Et pour le chômage partiel, c'est pas quelque chose de négatif. Alors bien sûr, on préférerait ne pas avoir de chômage partiel, mais si la situation est comme ça, il faut voir que c'est un instrument vraiment excellent si on l'applique bien et on peut l'appliquer à court terme. Merci beaucoup. Question suivante pour Mathias. Comment est-ce que nous pouvons garder l'énergie, la proximité vis-à-vis de la clientèle? Et qu'est-ce que nous pouvons déjà faire aujourd'hui pour, après la crise et après la période de chômage partiel, pouvoir de nouveau augmenter le niveau de production sans retard, sans entrave et avoir de nouveau la situation de courant normal? Alors, j'ai déjà dit précédemment, je trouve qu'il est important, malgré la crise, de rester en contact étroit avec les clients d'une part et avec les fournisseurs.
même si il y a une fermeture temporaire d'entreprise, voire même le chômage partiel, c'est important. La communication liée à cette crise, elle est à ses débuts. Et ce qui a été dit également, penser en termes de scénario. En scénario, ça veut dire comment est-ce que ma chaîne d'approvisionnement va évoluer. Donc, elle ne sera sans doute pas similaire après la crise par rapport à avant la crise. Si on fait une comparaison avant-après, quels sont les nouveaux clients, quels sont les fournisseurs qui peut-être ne vont plus être là. Éventuellement, je connais également des entreprises qui sont très optimistes lorsqu'elles pensent à l'avenir et qui produisent déjà des stocks parce qu'elles partent du principe qu'à l'automne, on aura le rebound, on aura donc ce redressement et les entreprises veulent être prêtes pour l'automne, pour la phase de redémarrage. Merci. Autre question. Donc, je suis un constructeur de machines en Suisse centrale et on a des fournisseurs de pièces importantes en République tchèque qui sont fermés. Que dois-je faire maintenant? Réponse, situation difficile. Je ne sais pas quelle est l'importance de ces composants en République tchèque. Peut-être qu'il y a un système de dual sourcing, double approvisionnement. Il y a peut-être d'autres possibilités pour avoir ces composants. Eric l'a dit, il est extrêmement important et de plus en plus important d'avoir différents fournisseurs pour les pièces centrales. Cette crise l'a bien montré, hein. Ça veut dire que on a pris une certaine distance par rapport au prix. La perspective unique du prix, ce n'est plus d'actualité ou plus autant d'actualité. On pense plutôt maintenant à la sécurité en termes d'approvisionnement. Question suivante. Selon vous, selon toi, de quoi a-t-on besoin pour qu'une entreprise sorte renforcée de la crise? On a besoin d'un certain optimisme, persévérance également. Ce n'est pas facile en termes de période, c'est évident. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'heure actuelle. Toutes ces choses dont on a parlé d'ailleurs, cash is king, la liquidité, cette liquidité à court terme dont on a besoin. À moyen terme, il faut définir les jalons pour l'avenir et on a besoin bien sûr d'une stabilité émotionnelle. Il faut être endurant. Mais je suis très positive. Je l'ai dit, les entrepreneurs, les entrepreneuses suisses sont robustes selon moi. Merci beaucoup, Thomas. Question suivante pour toi. Est-ce que l'employeur peut exiger de la part du collaborateur de prendre des congés non payés sur base volontaire? Donc exiger sur base volontaire, c'est un peu contradictoire, hein. Il y a un petit champ de tension. Bon, est-ce qu'un entrepreneur va pouvoir exiger du collaborateur qu'il prenne un congé non payé? Alors, exiger, il peut, mais est-ce que c'est applicable au niveau juridique? Non. Donc, l'instrument du congé non payé, il existe, mais pas dans une telle situation du coronavirus. Donc, sabbatical, mais là, on ne peut pas parler de sabbatical, donc non. Et alors, de façon volontaire, par contre, c'est toujours possible et le chômage partiel serait l'instrument à appliquer. Oui, tout à fait, oui. Donc là, c'est un cas de chômage partiel et éventuellement la prise de vacances payées. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Il y en a une autre. Il reste important qu'en tant que pays, en tant qu'entreprise, nous pensions au développement et aux innovations. Donc concrètement, que ces collaborateurs doivent partir au chômage partiel et que la Confédération les soutienne à fond perdu. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que quelqu'un souhaite réagir par rapport à cette remarque? Est-ce que je peux appeler le RCE pour lui demander de penser à ma situation? Est-ce que ça coûte quelque chose? Réponse, on peut toujours appeler. On a un entretien de 2 heures gratuit qu'on peut vous proposer et on peut l'effectuer online. Skype for Business, on a pas mal d'outils à disposition.
Donc c'est un instrument qu'on n'a pas seulement depuis le coronavirus, mais depuis 6 ans, depuis l'existence du RCE, et on vous propose en effet des entretiens, dont, donc un entretien gratuit de 2 heures. Inno Suisse, par rapport aux innovations, est-ce que Inno Suisse continue de proposer son soutien lors de cette crise? On n'entend plus parler. Oui, ils existent toujours. Peut-être qu'on en entend moins parler à l'heure actuelle, mais en effet, ils soutiennent les projets novateurs et nous soutenons également les produits novateurs, les entreprises. Donc on invite les entreprises à s'inscrire et en effet à bénéficier d'une aide. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un streaming très professionnel. Merci beaucoup. Je tiens à remercier également mes collègues. Merci aux responsables de Raiffeisen également qui nous ont permis d'effectuer ce live streaming depuis le studio. C'est vraiment très gentil de leur part. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais en venir à la conclusion de ce live streaming. Aujourd'hui, nous avons reçu l'indicateur conjoncturel de Raiffeisen qui précise que l'économie donc va sans doute entrer en récession. On a les chaînes logistiques qui sont interrompues. On a pas mal de situations vagues au niveau juridique. J'ai noté 3 choses qui, selon moi, sont importantes. Premier point, c'est ce qu'a dit Eric tout à l'heure, le personnel. Protéger et apprécier le personnel, pas seulement en période de crise, mais surtout dans cette période de crise, il faut bien dire que ceux qui veulent travailler doivent pouvoir travailler. Il y a pas mal d'entreprises, pas mal de secteurs. Et dans les secteurs donc des prestations de services, dans différentes entreprises de tout secteur, il est important de garder l'économie en marche. Il ne faut pas avoir un lockdown complet de l'économie, selon moi. Et troisième point, c'est ce qu'a dit Mathias. Il est central de se concentrer sur nos processus, nos modèles d'activité pour que à l'automne, on puisse sortir renforcé de cette crise. Je vous tiens à vous remercier tous. Merci beaucoup de votre présence lors de cette discussion. Mercredi prochain, nous aurons notre troisième live streaming. Comme d'habitude, vous pourrez voir les informations sur ce streaming en début de semaine. Toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu et toutes celles auxquelles on a répondu seront également sur notre site internet du rce/corona.ca. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt, au plus tard le 8 avril. Merci de votre attention.